وظيفة قرار محكمة. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Thank you. We'll proceed. Juge, merci. Donc nous allons reprendre notre analyse du point de l'ordre du jour sur la Covid-19. Maître Taylor, vous avez la parole. Maître Taylor, merci. Madame la juge, le 5 mai 2020, la Chambre a invité le greffier à trouver des solutions précises pour que nous puissions rencontrer en personne M. Alassane. Et j'entends aujourd'hui que l'on m'explique qu'il y a eu une décision prise hier et que c'est à cause de cette décision que le greffe s'intéresse aux solutions. Et on nous parle de des solutions. On nous dit que nous ne pourrons pas le voir pendant 2 semaines. Et pour les raisons qui ont été énoncées, je vous dirais que cela ne permet pas de respecter le droit de M. Alassane à un procès équitable. Alors, il a renoncé à venir aujourd'hui parce qu'il n'avait pas la possibilité de venir. Mais pour ce qui est du procès, à condition qu'il ne risque pas d'être placé en quarantaine chaque fois qu'il se déplacera ici, il souhaite venir lui-même personnellement et il doit pouvoir avoir la possibilité de le faire. Et je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui que les vidéoconférences sont injustes et inappropriées. La défense avance que tout dépend de la nature de l'audience et des circonstances et de la situation personnelle de l'accusé. Et pour ce qui est d'une audience, il y a une énorme différence entre une audience qui porte sur des éléments juridiques et des éléments de procédure à une audience où nous entendrons un témoin. Alors, s'il s'agit d'un témoin qui est à la barre, que M. Alassane connaît personnellement, il est absolument essentiel que nous ayons les moyens pour obtenir des consignes de façon discrète. Nous ne pouvons pas véritablement faire des signes dans l'audience, pendant l'audience, dans le prétoire, à chaque fois que nous voulons obtenir le point de vue de M. Alassane sur une question particulière, parce que cela battrait en brèche notre aptitude à pouvoir poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire. On peut, tant qu'à faire, agiter un drapeau rouge à chaque fois que le témoin soulève un élément qui nous semble important. La Cour européenne des droits de l'homme a insisté dans l'affaire Stanford contre le Royaume-Uni que le droit d'être présent lors d'un procès est un droit pour suivre la procédure. Et les procédures ici sont exceptionnellement complexes. Elles ne sont pas toujours faciles pour un avocat, encore moins pour un néophyte qui suit dans une langue différente. Donc il est absolument essentiel et primordial que la défense et la Chambre puissent évaluer si M. Alassane est à même de suivre la procédure de façon efficace. Il est extrêmement difficile de le faire lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a le profil de M. Alassane. Donc nous avons déposé des écritures factuelles et médicales détaillées qui expliquent notre point de vue suivant lequel M. Alassane a survécu à la torture, souffre de SSPT et de caractéristiques chroniques de dissociation, dites de dissociation. Pour le dire en un mot commençant, il ne va pas très bien. Il est en train de revivre, de respirer quasiment ce par quoi il est passé. Il a dit au docteur Potterfield que ces événements traumatisants, les passages à tabac, les menaces sont toujours avec lui, présentes avec lui. Il a l'impression que c'est un film avec des flashbacks permanents et constants, un film qu'il regarde tout le temps. Et du fait de cette intrusion permanente et constante des événements traumatiques dans ses pensées, si nous ne sommes pas avec lui dans le même prétoire, nous n'aurons absolument aucune façon de jauger son niveau de détresse et l'impact que cela représente pour lui. Nous ne pourrons pas évaluer s'il participe de façon efficace ou s'il est en train de trouver un mécanisme de dissociation en n'écoutant plus. Et c'est la raison pour laquelle les vidéoconférences, les liens vidéo ne sont pas recommandés pour des accusés vulnérables.
Les services du parquet de la Couronne du Royaume-Uni ont des principes directeurs pour les suspects qui souffrent qui ont un problème de santé mentale. Et ils remarquent que les procureurs devraient faire preuve de circonspection lorsqu'il s'agit de vidéoconférences, car il se peut qu'il soit plus difficile d'identifier si l'accusé en question souffre d'un problème ou d'un handicap. Et la Commission Égalité et droits de l'homme du Royaume-Uni a publié un rapport qui conclut que les audiences par vidéo peuvent entraver de façon importante la communication et la compréhension pour les personnes ayant un handicap et qui souffrent de certains troubles tels que problèmes d'apprentissage, troubles dits du spectre de l'autisme et problèmes de santé mentale. Donc, excusez-moi. Je n'ai personne à mes côtés pour me dire que je vais trop vite. Donc, nous comprenons qu'avec la pandémie Covid, il y a une nouvelle normalité. Mais cette nouvelle normalité ne devrait pas être inéquitable. Et nous ne pouvons pas ignorer tout simplement les circonstances particulières de cette affaire et de cet accusé. La défense ne peut pas mettre un sparadrap temporaire sur les cicatrices de monsieur Alassane, ces cicatrices, et je pense à sa santé mentale. Ce qui m'amène à vous parler de mon prochain élément. On nous a dit que nous ne pouvons pas rencontrer notre client et qu'il ne peut pas venir en personne pendant les audiences. Mais nous ne savons pas véritablement pourquoi et nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Et aujourd'hui, on nous a demandé de répondre à des questions qui vont avoir des incidences à long terme. Et le problème, c'est que nous ne savons pas en fait si M. Alassane pourra être ici, dans le prétoire. Et lorsque nous avons demandé l'avis médical qui était utilisé pour ces mesures, nous ne l'avons jamais obtenu. La seule chose que nous savons, c'est qu'il y a des personnes assez âgées dans l'aile du mécanisme du quartier pénitentiaire et que le médecin souhaite être prudent. Mais ce n'est pas une raison suffisamment bonne pour priver M. Alassane de son droit fondamental à rencontrer son équipe de la défense en personne. Je pense notamment au fait que nous n'avons pas pu évaluer de façon individuelle l'impact précis des mesures pour M. Alassane. Et l'État hôte a décidé que les visites des équipes de la défense ou des avocats peuvent se produire pour certains détenus néerlandais et certains sont manifestement assez âgés. Alors pourquoi est-ce que M. Alassane ne peut pas recevoir de visite? En fait, ses besoins sont encore plus cruciaux parce qu'il n'a pas de famille ici, il n'a pas de membre de sa famille qui peut lui rendre visite, il ne sait absolument pas quand est-ce qu'il sera en mesure de revoir sa famille. Donc par défaut, nous sommes en quelque sorte sa famille. On ne nous autorise pas à venir le voir. On ne nous autorise pas à vérifier comment il va et à nous assurer qu'après 3 mois et demi de confinement extrême, il continue à aller bien. Et ce n'est pas seulement à des fins sociales, car nous souhaitons également, et je l'ai dit dès le début, nous devons, disais-je, le pouvoir le rencontrer pour analyser les éléments de preuve, obtenir ses consignes sur des questions névralgiques, notamment sur les enquêtes. Et nous voulons en plus vérifier s'il comprend ce dont nous parlons avec lui. Et pour cela, nous avons besoin de voir sa gestuelle. Et je fais référence à des écritures également, car pour des raisons personnelles qui sont authentiques, M. Alassane ne veut pas utiliser pour le moment les vidéoconférences. Et comme nous ne savons pas quand nous pourrons voir M. Alassane, nous ne savons pas combien de temps cela va durer, parce que cela fait 3 mois et demi qu'on nous donne des informations sur des périodes de 2 semaines, ce qui rend notre tâche extrêmement difficile et nous ne pouvons pas défendre M. Alassane de façon efficace. Ainsi, si en avril, nous avions su que nous serions encore ici aujourd'hui en train de demander d'avoir accès à M. Alassane dans son quartier pénitentiaire, nous aurions interjeté appel de la décision au sujet de la liberté provisoire. Et si on nous avait dit plutôt qu'il n'y aura pas de visite autorisée pendant encore 3 mois et qu'il en va de même pour les enquêtes, alors nous aurions déposé une autre requête aux fins de mise en liberté provisoire et nous aurions demandé la suspension du procès. Mais tout ce que nous entendons, c'est que l'on est en train d'envisager des solutions et que dans 2 semaines, nous aurons une solution. Mais cela va nous rendre la tâche impossible et nous ne pourrons pas évaluer la portée du préjudice et la façon d'obtenir un recours en bonne et due forme. Donc ce que nous vous demandons respectueusement aujourd'hui, c'est de trouver aujourd'hui une solution, non pas à un moment donné.
Et si des solutions ne peuvent véritablement pas être trouvées et s'il n'y a pas d'engagement à ce qu'une solution sera trouvée rapidement, alors nous souhaiterions que cela soit indiqué très clairement au compte-rendu d'audience pour que nous puissions exercer notre droit pour demander un recours. Je vous remercie. La juge, je vous remercie, Maître Taylor. Je ne pense pas que l'accusation souhaite intervenir à ce sujet. Monsieur Dutertre, non, je ne pense pas, parce que c'est une question qui du ressort de la défense et du greffe. Et je suppose qu'il en va de même pour la représentation légale des victimes. Mais je vais m'adresser à vous prochainement. Monsieur Dubuisson, avez-vous des observations supplémentaires à faire à ce sujet? Je vous remercie, Madame la juge. Non, je m'en tiendrai aux écrits qui ont été échangés avec la défense le 22 juin. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, comme nous dit la défense. C'est une mesure qui a été prise au mois de mars. Et la défense est pleinement au courant que cette mesure a été prise au mois de mars et que cette mesure a été approuvée par la présidence, puisque nous informons continuellement à chaque fois chaque équipe de défense ainsi que les personnes concernées au centre de détention. Et effectivement, nous sommes dans une situation où, suite à votre audience, nous avons mis en place des nouveaux mécanismes qui étaient justement le fait d'avoir la possibilité d'avoir une vidéoconférence, ce qui est nouveau, ce qui n'existe pas par ailleurs dans le système néerlandais. Donc nous mettons en place d'autres systèmes aussi à la Cour et nous n'étions pas au courant quand nous l'avons fait et quand nous en avons discuté dernièrement que ce n'était pas possible pour la défense. C'est nouveau aussi, cette information. Mais nous en tenons compte. Et effectivement, donc, nous allons maintenant regarder si la feuille de route que nous prépare le médecin va effectivement permettre non seulement les visites essentielles au centre de détention par les conseils, mais également tout autre type de visite avec encore des conditions dans la nouvelle normalité du Covid d'aujourd'hui. Merci. La juge Prost, je vous remercie, Monsieur Dubuisson. Alors manifestement, la Chambre doit respecter et respecte que toutes les questions relatives à la détention relèvent du domaine du greffe et de la présidence. Toutefois, je pense pouvoir vous dire que la Chambre est particulièrement préoccupée par ce problème ou ces problèmes parce que, comme l'a dit la défense, cela a un impact direct sur l'efficacité et l'équité de la procédure devant cette Chambre. Donc, je ne pense pas que la Chambre puisse s'exprimer au sujet de... L'interprète s'excuse, mais elle a été interrompue. Je disais donc... Je suis heureuse de vous entendre dire que des mesures sont envisagées, mais je comprends ce que nous dit la défense. On ne peut pas véritablement remplacer une réunion personnelle avec un client. Je comprends très bien ce que vous nous dites, Monsieur Dubuisson. Il y a d'autres détenus, d'autres procès. Je le sais, certes, mais nous sommes véritablement... tout près du début du procès. Donc, c'est quand même quelque chose de très urgent. Et j'aimerais en fait vous remercier pour toutes les mesures que vous pourrez prendre, mais je vous exhorte à pouvoir faire en sorte que la défense puisse rencontrer son client. Alors, ces mesures sont en place, en vigueur depuis le mois de mars. Je sais qu'il y a eu une évolution aux Pays-Bas, à la Cour également, et je comprends tout à fait ce que dit la défense, et j'insiste d'ailleurs sur ce qu'elle a dit, parce qu'il y a une politique qui semble générale
général, est-ce que nous ne pourrions pas envisager une politique un peu plus individualisée qui pourrait prendre en considération la situation personnelle de l'accusé avec un procès qui va commencer bientôt? Est-ce que l'on pourrait tenir compte de sa situation au sein du quartier pénitentiaire pour pouvoir évaluer la situation en fonction de sa situation personnelle? Je suis d'accord avec vous, il y a toute la compétence médicale qu'il faut respecter, mais je voulais juste soulever ces considérations. Et puis, je vous dirais qu'il est extrêmement important que cette Chambre puisse avoir la présence de M. Alassane dans le prétoire. Tout ce que nous a dit la défense est tout à fait exact. C'est différent. Il y a la différence entre la phase préparatoire du procès et le procès à proprement parler. Alors, je sais que le greffe prend en considération toutes les pratiques qui sont en œuvre, qui existent à ce moment dans les tribunaux néerlandais, dans les tribunaux, à l'intérieur des tribunaux, pour ce qui est des visites également. Je sais et je vois que le service FMU a fait un travail absolument remarquable pour ce qui est de l'installation ici, pour les juges, pour les personnes présentes. Donc, je pense que des mesures peut-être tout à fait simples et faciles pourraient être mises en œuvre. Je ne suis absolument pas une experte en la matière et je ne me hasarderai jamais à vous dire que je suis une experte en la matière. Mais il faut que vous compreniez que cela est extrêmement important pour la Chambre. Donc, je vous demanderai de prendre cela en considération. Et je pense à la présence de l'accusé pendant le procès. Cette quarantaine de 14 jours qui est requise signifie que s'il devait être mis en quarantaine à chaque fois qu'il quittait le bâtiment, cela poserait quand même de graves problèmes. Donc j'espère que cette question pourra être analysée. Donc je réitère ces arguments et je sais que cela n'est pas du tout de ma compétence, mais Maître Taylor, vous aurez compris que la Chambre est extrêmement préoccupée par cela. Nous comprenons tout à fait ce que vous venez de nous dire, nous comprenons tout à fait votre point de vue. Nous continuerons à œuvrer dans la mesure du possible, dans la mesure de nos moyens, pour voir si nous pourrons faciliter donc vos visites auprès de l'accusé, faciliter le fait qu'il pourra être ici pendant le procès. Alors personne ne maîtrise les circonstances de la pandémie Covid-19, mais nous ferons de notre mieux au vu des circonstances. Donc, à moins que vous n'ayez d'autres choses à dire à ce sujet, je vais donner la parole à l'accusation ainsi qu'à la représentation légale des victimes. Si vous avez quoi que ce soit à dire au sujet de la Covid-19, je ne sais pas. Monsieur Duterte, qu'en est-il? Merci, Madame la juge unique. Rien de particulier en dehors de ce qu'on a déjà écrit par rapport à certaines investigations qui ont été un peu suspendues et qui sont toujours flottantes, disons. Le juge président, merci. Oui, nous suivons l'évolution, les changements, et nous espérons que, au moment où vous devrez présenter vos éléments de preuve, les choses auront changé. Oui, je vous en prie, si vous avez des points à évoquer dans le cadre de cette affaire Covid, justement. Merci, Madame le juge. Juste une précision sur le fait que les représentants légaux des victimes constatent justement beaucoup de décès qui arrivent avec les Covid-19 pour les victimes assez âgées, parce que compte tenu de leur contexte local et le milieu dans lequel elles vivent, c'est très difficile. Donc, elles meurent avec l'espoir de voir le début du procès et tout retard du procès enfonce encore le clou de ce désespoir. Donc, c'est juste à ce niveau-là, mais nous nous en tenons à nos observations qui ont été écrites sur ce sujet. Je vous remercie. Le président, merci. Oui, bien sûr. La Chambre est bien consciente de tout cela et elle a pris connaissance de toutes les écritures qui ont été déposées à ce sujet. Y a-t-il autre chose sur ce sujet, Maître Taylor? Non? Sur cette question particulière. Alors, nous allons passer
à la question suivante. Autre question procédurale affectant le calendrier. Donc, je ne souhaite entendre ici que des remarques sur la procédure. Pour les questions de fond, elles seront tranchées par la Chambre en temps opportun. Il y a d'abord la requête en annulation. L'accusation a déposé vendredi dernier sa requête sur un certain nombre de sujets évoqués dans la requête de la défense. L'accusation déclare qu'il n'est pas nécessaire de reporter la date de début du procès et la défense est d'accord. La défense, dans son écriture, et la juge président donne lecture d'un texte que les interprètes n'ont pas sous les yeux. Tout ce que et sans préjudice de ce que la Chambre pourrait décider à cet égard, j'aimerais vous donner la parole pour entendre ce que vous avez à dire à ce sujet, Maître Taylor. Je souhaiterais votre confirmation ou pas d'ailleurs sur la question de savoir si la défense est d'accord pour dire que cette requête en clôture des débats peut être tranchée après l'ouverture du procès. Maître Taylor, je n'ai pas d'instruction de M. Alassane sur ce sujet. Et je vous présente mes excuses si le libellé de notre requête n'a pas été suffisamment clair à cet égard sur un certain nombre de sujets qui ont un rapport avec cela. Une de nos préoccupations, c'est notre position sur le fait que Monsieur Alassane ne peut pas être considéré comme étant en état d'assister au procès car il n'est pas en mesure de déposer. Je suggérerais que c'est une question qu'il faut résoudre avant qu'il ne fasse son plaidoyer. Il faut que nous ayons cela au départ. Donc au début du procès, parce que le début du procès, c'est éventuellement l'accusation qui se lève et qui fait sa déclaration d'ouverture. Le juge président, je comprends qu'il y a éventuellement d'autres points tels que vous avez soulevés, c'est-à-dire le fait que vous devez pouvoir le rencontrer. Il y a également les questions de son état de santé. Ça, ce sont des questions séparées. Pour ce qui est de la requête en tant que telle, est-ce que vous pourriez donner la position de la défense? Est-ce que cette requête peut être tranchée après ou au moment des déclarations d'ouverture, à part les questions que vous ne pouvez pas éviter? Donc voilà, je voudrais savoir quelle est votre position à ce sujet. Maître Taylor, pour être vraiment prudent, je préférerais revenir auprès de mon client et répondre à la Chambre par écrit. Je n'ai pas été en mesure de le consulter sur cette question spécifique. Le juge président, eh bien, je comprends cela tout à fait. Vous pouvez parfaitement répondre par courriel. Il serait utile pour la Chambre, bien entendu, que nous puissions déterminer cela aussi rapidement que possible. Ce sont des questions extrêmement importantes. Merci. Très bien. C'est la seule question que je souhaitais soulever sur ce point, question de procédure. Y a-t-il autre chose sur d'autres sujets? L'accusation, Madame Looping, oui. Il y a une question que nous aurions souhaité évoquer aujourd'hui pour être efficace. Nous souhaitions vous donner les derniers éléments en ce qui concerne ce que nous avons fait en matière de communication à la suite de la requête qui a été présentée.
Alors, est-ce que nous devons intervenir sur ce sujet maintenant ou est-ce que vous préférez que nous le fassions par écrit? Si vous ne souhaitez pas que nous intervenions par oral, nous pouvons le faire par écrit. Le président, est-ce qu'il s'agit de la requête, spécifiquement la requête en clôture? Madame Looping, oui. Une divulgation dans le cadre de cette requête. Il s'agit plus particulièrement des 4 rapports de consultants qui ont été placés en annexe de cette requête. Je puis vous donner les derniers éléments. Nous avons reçu un courriel de la Défense hier au sujet de l'un de ces consultants. Nous sommes maintenant en mesure de présenter une requête explicite en communication article 64, mais si vous le préférez, nous pouvons vous présenter ces arguments ou bien nous le faisons par écrit. Le président, je pense qu'il faut prendre mes collègues en considération également et je préférerais que vous déposiez des écritures à ce sujet. Je pense que ce sont des thèmes importants. Il vaut mieux donc que tout soit couché par écrit. Le président, sur des questions de procédure, je me tourne vers la défense, le début du procès. Outre les questions que vous avez déjà évoquées, Maître Taylor, merci Madame le Président. Nous souhaiterions présenter une requête, demander un éclaircissement. Étant donné la présomption d'innocence et le principe d'ouverture des débats, est-ce que la décision prise par la Chambre ce matin couvrira les commentaires à la presse de l'accusation lors des déclarations d'ouverture? Par le passé, l'accusation a fait des déclarations, des communiqués de presse pour faire un résumé de ces déclarations d'ouverture et qu'elle a utilisé toute une série de médias publics à ce sujet. Donc, nous souhaiterions avoir un résumé de ces déclarations à la presse. Nous souhaiterions avoir aussi ce qui sera envoyé à la presse par les représentants légaux des victimes, des affirmations disant que leurs clients sont des victimes de M. Alassane. Le président, cette question a été traitée à ce sujet. Nous avons traité, et je pense que nous avons été clairs à ce sujet, nous avons traité d'un événement bien particulier et nous le ferons de la même façon à chaque fois qu'il y a une intervention publique, un communiqué de presse, etc. Je le répète, nous avons ce matin pris une décision sur un incident bien spécifique. Donc, il y a une différence entre des déclarations qui sont faites ici dans cette salle d'audience et qui sont reprises par la presse et ce qui s'est passé. Mais bien entendu, la Chambre traitera de la même façon. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que c'est un procès qui doit se dérouler dans cette salle d'audience et non pas à l'extérieur devant la presse. J'espère que ce point est tout à fait clair. Y a-t-il autre chose sous divers? Oui, je vous en prie, maître. Merci, Madame le juge. En principe, les représentants légaux se rendent vers les victimes pour prendre des vues et préoccupations d'une manière physique. Et là, c'est beaucoup plus difficile avec ces mesures de confinement. Le contact physique va être difficile. Et pour ne pas s'étendre longuement sur l'intervention de la défense, les représentants légaux font très attention. Ils feront encore beaucoup plus attention sur ce qui vient d'être dit pour que les déclarations de fond ne soient pas vraiment étayées ou étalées dans la presse. Et je pense que cette inquiétude ne peut pas justifier assez qu'un écrit soit envoyé à la défense comme ça n'a jamais été d'habitude. Je vous remercie. Le président, merci beaucoup pour cet éclaircissement. La Chambre comprend cette approche. En tout cas, c'est mon cas pour ce qui est des
déclaration des représentants légaux des victimes. Y a-t-il autre chose? Thank you. If there's nothing else under any other business, Non, I had sous one, divers, point I moi, wanted to j'avais un return point to. à soulever, un point sur lequel je This is souhaitais obviously, revenir. one of the most important, C'est bien discussions of the entendu day. So une we des had a discussions les plus lengthy importantes de discussion both la on the journée. facts and on Donc, the, witness les faits The chamber remains concertés et la présentation, l'ordre de présentation des témoins. La Chambre reste optimiste. Nous souhaitons qu'un accord, une forme d'accord puisse être atteint sur les faits agréés. Nous espérons aussi pouvoir disposer pour les 10 premiers témoins, disposer d'une liste non litigieuse. Nous souhaiterions que la Chambre puisse s'organiser en conséquence. Nous souhaiterions que d'ici le 13 juillet, sur les faits agréés et sur les progrès s'agissant de la liste des témoins de l'accusation, nous souhaiterions disposer sur ces deux sujets d'ici cette date des informations que vous pourrez nous donner. Nous espérons qu'il y aura des progrès réalisés à cet égard. C'est en tout cas l'espoir de la Chambre. Maître Taylor, merci. Nous essaierons, bien entendu. Je suggérerais que dans notre perspective, pour ce qui est de propositions concrètes, nous sommes tout à fait disposés à les faire, bien entendu, mais nous souhaiterions vraiment savoir si nous allons effectivement commencer à entendre des témoins sur le fond dès le 25 août, parce que tant que nous serons ici dans la salle d'audience, il nous sera difficile d'aller mener des enquêtes. Donc, il faut que nous sachions comment nous organiser. Pour ce qui est de l'ordre de présentation des témoins, eh bien, nous devons le savoir à l'avance parce qu'il y a une grande différence entre des témoins qui seraient présentés en août dans un certain ordre ou des témoins qui, au contraire, ne viendraient témoigner qu'en septembre. Le président, la date d'ouverture en ce qui concerne la présentation des éléments au fond reste la même, ça n'a pas changé. C'est la date qui a été fixée. Pour ce qui est de la présentation d'éléments de preuve de fond, s'il y a des demandes de modification de cela, vous pouvez bien entendu présenter une requête à cet égard. Mais il n'y a pas eu de suggestion. Maître Taylor, dans nos écritures de mai au sujet du Covid et au sujet du déroulement de la procédure, nous avons fait des observations spécifiques sur le préjudice que nous causerait le fait de commencer les audiences dès maintenant. Commencer à entendre des témoins au fond dès le mois d'août, c'est tout à fait impossible pour la défense. Nous n'avons pas pu faire d'enquête, nous n'avons pas obtenu les instructions dont nous avons besoin. Et nous avions espéré une certaine clarté à ce sujet, mais depuis les 2 derniers mois, nous sommes vraiment dans la totale incertitude. Nous avons reçu des mémos en ce qui concerne M. Al-Hassan et le fait que nous puissions le voir ou pas. Les échéances ont été constamment repoussées par l'accusation. Nous trouvons que c'est tout à fait inéquitable que de prétendre que tout va bien, qu'on peut procéder comme si rien ne s'était passé, alors que les circonstances ont vraiment eu beaucoup d'impact sur la procédure. Cela a été reconnu dans toutes les écritures des représentants légaux des victimes, du greffe. Alors, nous sommes un peu surpris
d'entendre aujourd'hui des remarques sur le fait que finalement, tout est normal. Le président. Non, non, ça n'est pas du tout ce que suggère la Chambre. La Chambre ne suggère pas du tout qu'il s'agit d'ignorer les difficultés ou les problèmes auxquels vous pouvez vous heurter. Pas du tout, pas du tout. Toutes les interactions que nous avons eues montrent que la Chambre est très préoccupée par la situation de la défense. Mais nous n'avons pas pour le moment de requête spécifique de la part de la Défense demandant un report des dates. Je sais qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits, mais d'après ce que c'est la Chambre en tout cas, il n'y a pas eu de demande. Nous comprenons parfaitement les difficultés que vous avez exprimées aujourd'hui et nous comprenons pourquoi la Défense n'est pas en mesure de procéder aujourd'hui. Nous comprenons cette situation telle que vous l'avez décrite aujourd'hui. Monsieur Duterte, est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet? La Chambre est là. Si vous avez une requête à faire en ce sens, la Chambre est prête à l'écouter, bien entendu, à l'examiner. Mais pour l'instant, nous n'avons pas été saisis d'une telle requête. C'est vrai que le mot ajournement a flotté dans certains filings de la Défense, mais sans qu'il y ait de précision sur la durée d'un ajournement ou une demande d'ajournement de X mois. Donc effectivement, ça n'a pas été caractérisé, concrétisé. Il est urgent effectivement qu'on puisse communiquer avec la Défense sur l'ordre des témoins. On va faire preuve de la plus grande flexibilité, Madame la juge, au risque, je dis bien au risque, d'être parfois décousu dans la présentation de la preuve, mais pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent. Il y a des témoins, je pense à P7, P10, qui sont des témoins que la Défense a depuis longtemps. Je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver une liste de 10 témoins par lesquels commencer, et de sorte à pouvoir tenir le délai du 13 que vous avez mentionné au fin d'un début en août, sous réserve de toute requête de la Défense sur un ajournement. Enfin, le parquet va faire l'effort et va montrer le plus grand pragmatisme à cet égard. Merci. Maître Taylor, ce que je voudrais dire clairement, c'est qu'il n'y a pas eu de décision prise sur cette question par la Chambre pour le moment. Nous avons écouté tous les commentaires que vous avez faits. Nous sommes tout à fait prêts à vous aider dans vos efforts pour faire des enquêtes, etc. Mais s'il y a une requête présentée par la Défense, s'il y a un problème tel que vous l'avez évoqué aujourd'hui, alors je vous invite à déposer une écriture à ce sujet. Maître Taylor, je voudrais soulever un autre danger, le danger justement de débats parallèles. Nous sommes une équipe unique, nous avons des ressources limitées, donc nous sommes en train de développer des arguments sur notre requête en clôture et nous ne pouvons pas en même temps entendre des témoins. Ça n'est tout simplement pas possible, nous ne pouvons pas nous multiplier. Le juge président, oui, je l'ai dit, tous ces facteurs sont pris en compte par la Chambre nous sommes tout à fait prêts à vous entendre et à écouter les préoccupations particulières que vous pourriez avoir. Nous aurons donc les dépositions ou les écritures qui seront déposées le 13 juillet et vous pourrez évoquer là la date du début du procès. S'il n'y a pas autre chose, nous allons clôturer cette conférence de mise en état. Je souhaiterais remercier les interprètes et je leur présente toutes mes excuses. Je m'emporte quelquefois, je vais trop vite. Je remercie les officiers de sécurité, les collaborateurs ici présents et bien entendu Monsieur Dubuisson, le greffe. Nous comprenons que ce n'est pas une période facile pour organiser une audience quelle qu'elle soit.
Nous avons pu le faire aujourd'hui. Je comprends qu'il y a eu beaucoup de travail de préparation nécessaire pour pouvoir tenir cette audience. Je vous remercie. Je souhaiterais remercier tout particulièrement le greffe. Merci beaucoup et nous allons lever la séance pour aujourd'hui.